So as I've mentioned, what the Buddha taught included morality, concentration, and wisdom. That is the training of sila, or morality, and then the mental training of concentration, samadhi, and the mental training of panya, or wisdom. And we take the precepts which establishes us in morality. So that basis is established as we take the precepts and then observe them. But the instructions for meditation are for developing concentration and wisdom. Donc, comme je l'ai mentionné, le Bouddha a enseigné Sila, Samadhi et Panya, la moralité, la concentration et la sagesse. La concentration et la sagesse, ce sont les entraînements mentaux. Et nous prenons les préceptes afin d'être établis dans la moralité. Une fois qu'on prend les préceptes et qu'on les observe, la base de la moralité est établie en nous. Mais les instructions pour la méditation concernent en fait les deux autres entraînements, les entraînements de la concentration et de la sagesse. So I've been giving instructions, and beginning with tomorrow, we ask the yogis to come to talk about how they practice and what they experience, so that I can help, check to see that you all understand how to do the practice, and then when you speak about your experience, it's not like, taking an examination. So this type of noting is wrong and that type of noting is right, or this experience of the abdomen is right and that experience is wrong. It's not like that. There's no right or wrong answer. It's simply, I'm asking you to say, how do you practice and what do you experience? So there isn't any right. It's purely informational. À partir de demain, il est demandé aux yogis de venir rapporter leur pratique, comment ils pratiquent et ce qu'ils expérimentent au cours de leur pratique. Cela me permet à moi de vérifier si les yogis comprennent bien en quoi consiste la pratique, mais il ne faut pas voir cela comme un examen. Il n'y a pas de façon de noter qui soit correcte ou incorrecte. Il n'y a pas d'expérience ou de ressenti qui soit correct ou incorrect. C'est seulement une occasion de dire comment vous pratiquez et ce que vous expérimentez. Donc c'est purement de l'ordre de l'information. Some yogis aren't able to practice well, and they also don't know how to express to someone else what it is that they experience. And then there are also yogis who know how to practice, but they don't know how to talk about it. They don't know how to express themselves. And some people, including myself, I have to say, some people feel so kind of in awe of having to talk to the teacher about it that they really can't talk. So these types of things make it difficult for people to talk about their practice. So this talk is aimed at helping people overcome any difficulties that they might have in just talking about how you practice and what you experience. Donc certains yogis sont capables de bien pratiquer, mais ils ne savent pas très bien comment rapporter, comment expliquer à d'autres ce qu'ils expérimentent. Il y a aussi des méditants, y compris moi-même en fait, qui font des expériences, mais qui ne savent jamais très bien comment les présenter ou les exprimer. Donc cet enseignement d'aujourd'hui a pour but d'aider les méditants à surmonter les difficultés, à rendre compte de leurs expériences au cours de l'entretien.
In general, the instructions are to note whatever arises, the six sense doors, the very moment that it occurs. We note the object as it is. For example, if there's seeing, we note that as seeing. Seeing happens at the eye door. The attention goes there and we note seeing. Or hearing. When hearing happens at the ear door, we note it as hearing. We note it as it is. Smelling as smelling, which happens at the nose door. Tasting on the tongue door. And then touch on the body door. There's thinking, thoughts that arise. Did I miss anything? Smell, taste, see, hear, smell, taste, touch, think, and plan. So these things, we note them as they are. And what's involved in observing anything that comes into our awareness is looking at it. So that is directing our attention. For example, we pay attention to the rising and the falling of the abdomen. So we direct our attention to the abdomen when the rising happens, when the falling happens. So that's like looking. Looking, and then if you look at something, you'll see. You'll see something or other. So for example, I hold my hand up. If you look at this, if you direct your attention to my hand, you'll see the way it looks. So you'll be able to say, yeah, that's your hand. So those two things are involved in any object that comes into our awareness. Looking at it, and then seeing. We see something or other. D'une façon générale, les instructions, c'est noter ce qui apparaît aux 6 portes sensorielles, quel que soit l'objet qui apparaît, au moment où il apparaît. Et noter cet objet tel qu'il est. Par exemple, si on voit quelque chose, on note voir. Si on entend quelque chose, on note entendre. Si on sent quelque chose, on note sentir. Si on goûte quelque chose, on note goûter. Si on touche quelque chose, on note toucher. Si on pense, on note penser, planifier. Donc voir, ça se produit à la porte de l'œil, entendre à la porte de l'oreille, goûter à la porte de la langue, sentir à la porte du nez, toucher, c'est à la porte du corps, et on note ces objets tels qu'ils sont. Quels sont les éléments impliqués dans un acte d'une note mentale? Il y a d'abord l'attention qui est dirigée vers l'objet, c'est comme regarder un objet, par exemple. Par exemple, si on observe l'abdomen qui se soulève et s'abaisse, c'est un peu comme si on le regardait avec notre mental, avec notre esprit. Ça, on le voit. Donc c'est un peu comme si on le regardait. Et ensuite, la deuxième chose qui est impliquée, c'est voir. Effectivement, si on regarde quelque chose, on va le voir. Par exemple, maintenant je lève ma main. Si vous décidez de regarder, eh bien, vous allez aussi voir. Vous serez capable, en mesure de dire oui, effectivement, c'est une main. So when we say seeing with the mind's eye, that is awareness and with wisdom. So both these two aspects, looking and then seeing, are what is necessary in order to be able to say what it is that you see. So we have to look and see, and we have to also observe the entire object. That is, we have to observe the rising from the very beginning to the end, and the falling movement from the very beginning to the end. Donc lorsqu'on dit voir, en fait, ici ça signifie voir avec l'œil de l'esprit, c'est-à-dire avec à la fois l'attention et la sagesse ou la compréhension. Donc nous devons regarder et voir. Et nous devons aussi
observer l'objet dans son entièreté. Par exemple, si on observe le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, on doit observer cet objet du début à la fin. So in order to see the whole object, the attention has to be concurrent with the object. It needs to arrive at the very beginning of the occurrence of the object, at the very beginning of the rising, for example, or the falling. And it needs to stay with it until the very end when the object stops. But at the beginning, the yogis aren't able to see it like that. And an analogy is like when we're trying to do archery and shoot an arrow at a target. Afin de voir l'objet dans son entièreté, il faut que l'attention soit synchronisée avec l'objet. L'attention doit arriver au tout début de l'apparition de l'objet. Elle doit être présente au tout début de l'apparition de l'objet et ensuite elle doit se maintenir avec l'objet jusqu'à sa fin, jusqu'à sa disparition. Au début, on n'en est pas capable. Au début, les méditants n'en sont pas tout de suite capables. On peut prendre l'exemple du tir à l'arc et où la flèche doit atteindre la cible. So in archery, you have the target trying to get to the bullseye. You're trying at least to get your arrow onto the target. So on trying to get it to the right place. At least if your arrow hits the target, you get some points. And gradually you improve your aim so that you can get the arrow to the bullseye. And so it's a bit like that when you're trying to watch the rising and the falling. The rising and the falling is like a big, big target. And you're trying to catch it. The bullseye is like trying to catch it right at the very beginning. That's when you can get the maximum number of points. Like in archery, you hit the bullseye, you get the maximum number of points. You at least get some points if you hit the target, but you get the maximum points at the bullseye. So we're aiming to have our attention at the rising, at the very beginning. In that way, what will happen is we will catch the entire object. So that's the analogy. At first, we can't get the bullseye. We can't get the entire rising or the entire falling at the very beginning because we haven't perfected our aim and we haven't perfected our effort, the energy to get it to the mind to the target. Donc, dans l'exemple du tir à l'arc et de la cible, le cœur, le centre de la cible, c'est ce qu'on vise. Mais si on ne touche pas directement le cœur de la cible, mais qu'on est sur la cible, on gagne déjà des points. On continue de s'efforcer de parvenir à toucher le cœur de la cible, et petit à petit, on améliore notre capacité à viser le centre. C'est un peu la même chose pour l'observation du soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. C'est un peu comme une grande cible. Parvenir à voir, par exemple, le mouvement de soulèvement dès le début, c'est un peu comme si on parvenait à toucher le cœur de la cible. Toutefois, si on n'y parvient pas tout de suite, mais qu'on touche quand même la cible, qu'on voit, qu'on parvient à observer le soulèvement, on gagne quand même quelques points. On se rapproche de la cible. Mais dès le moment où on touche où on parvient à voir ce mouvement dès le début, alors on va pouvoir voir l'objet dans son entièreté. On n'en est pas capable directement. On deviendra capable de le faire lorsqu'on aura perfectionné notre capacité à viser d'une part et aussi d'autre part notre énergie. Beginning, the yogis not see the whole object completely, but in order to become able to make full effort
And in order to develop that type of effort, we need to know what is possible. So it's possible to see this object from the very beginning to the end, and we should have the aim, we should have the aspiration to try to catch the whole thing. And as I mentioned, the mind needs to get to the object at the very beginning in order to be steadfast on it and to catch the whole process. And this is what will bring about full concentration. Au début, donc, pour répéter, on n'est pas capable de voir l'objet dans son entièreté, mais afin d'en être capable, il faut qu'on déploie un plein effort. Mais pour développer un plein effort, il faut aussi qu'on sache qu'est-ce qu'il est possible d'atteindre comme résultat. Donc, une fois qu'on sait qu'il est possible de voir l'objet dans son entièreté, qu'on sait que c'est le but qu'on poursuit, on devrait avoir l'aspiration, on devrait avoir l'intention d'y parvenir, de voir l'objet dans son entièreté. Une fois qu'on verra l'objet dans son entièreté, l'attention sera ferme, restera fermement sur l'objet et on pourra atteindre une concentration complète. There are any yogis who have instruction to work with sitting and touching, then you have to understand that this means you have to try to catch the entire sitting object. There may be some yogis here who have received that instruction. You know who you are. So in that case, the yogi has to try to see the whole sitting object as soon as it happens, and the whole touching object. And we have to try to have this attitude. So when observing the rising and falling, we observe the rising and falling like this. Or in the case of some, there may be sitting and touching. And then we meet with the teacher beginning tomorrow and report about what happens. So can you note the rising and falling or not? That's, and if you can, then does the mind meet the object directly or not? Do you see the entire process or not? So that's all that needs to be said. It's simply a matter of, if you can note the object, that means, can you look at it? Yes, I can look at it. Then what do you see? What do you notice about it? So that's what's involved in talking about the primary object. Il est possible qu'il y ait certains yogis ici qui se reconnaîtront d'ailleurs, à qui j'ai donné l'instruction de noter, plutôt que de noter le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, de noter assis, touché. Dans ce cas-là, ils doivent essayer de voir l'objet de la posture assise dans son entièreté. Ou ils doivent essayer de voir le toucher dans son entièreté, tel qu'il apparaît dans l'instant présent. Dès qu'il se produit, dès que la posture assise se produit, il faut la voir dans son entièreté. Dès que le toucher se produit, il faut le voir dans son entièreté, moment après moment. Et donc, que vous observiez le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen ou que vous observiez la posture assise et le toucher, vous devriez avoir cette attitude correcte d'essayer de voir l'objet dans son entièreté. Et dès demain, donc, commenceront les entretiens où vous allez rapporter votre expérience. Et donc, ce qu'il faut dire, c'est: êtes-vous capable de noter le soulèvement et l'abaissement? Ou êtes-vous capable d'observer le soulèvement et l'abaissement? Et si vous parvenez à le faire, si vous parvenez à noter le soulèvement et l'abaissement, est-ce que vous rencontrez l'objet directement? Est-ce que vous voyez le processus dans son entièreté? Donc, en d'autres termes, pouvez-vous observer l'objet? Et si oui, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous notez? When we look at any physical object with our mind, there are three ways that it appears. We may see the form
of it, or its position, or the true nature, the true physical nature that is there. Donc lorsqu'on observe un objet physique avec notre esprit, celui-ci peut nous apparaître de trois façons différentes. Soit il nous apparaît comme une forme, soit il nous apparaît sous une certaine manière, soit enfin il apparaît dans sa véritable nature. The first one, the form, or physical appearance or shape, this is what tends to appear in the mind when we close our eyes and we direct our mind to some part of the body. So, for example, the shape of the abdomen, the shape of the leg, the shape that we recognize as a leg, the hand, the arm, the whole body. These are all examples of the form or the shape. Donc le premier, la forme ou l'apparence physique, c'est ce qui a tendance à apparaître dans notre esprit dès qu'on ferme les yeux et qu'on cherche à observer notre corps. Par exemple, on observe notre abdomen et on voit la forme, on visualise la forme de notre abdomen, ou alors on voit notre jambe ou notre main. And then there's the position or manner. For example, a hand could be open so that you see the palm, or it could be closed into a fist. Those are examples of what it means. It's still it's different than just the form of the hand. You can see that it's either open or closed. Or the body, it may be seated, or standing, or lying on a bed. The abdomen could be full and expanded or inflated, or collapsed and deflated. Or the leg, when you walk, it could be stepping, or raised up, or placed down. So those are all examples of what is the second way of seeing that we can see with our mind's eye. Ensuite, la deuxième façon dont on peut voir les choses avec notre œil de l'esprit, c'est la position ou la manière. Par exemple, la main, elle peut être ouverte ou fermée sous la forme d'un poing. Ce n'est pas la même chose que la forme, c'est la manière. Par exemple, le corps peut être assis, debout, couché, ou alors l'abdomen peut être plein et en expansion, ou alors il peut être effondré et dégonflé, ou encore le bras peut être levé ou posé par terre, posé sur la table, etc. Third way that the mind sees is it can see the true nature, that is, the essential qualities of the physical object. And for example, with the rising of the abdomen, it happens in connection with the in-breath. Breath comes into the body and the abdomen expands. The air causes expansion, and one can feel qualities like tension, or it feels sturdy, supporting. The concept is like, how a stick supports something. That's what I mean by sturdiness. That feeling could be there, or vibration, or movement as it shifts from place to place. And with connection with the falling happens when the air goes out. So the abdomen deflates, it becomes relaxed. There's slackening, or it can become still. So these are examples of what is meant by true nature, true physical nature that can be observed. Alors la troisième façon dont on peut voir un objet physique, c'est le voir dans sa vraie nature. Et donc là, il s'agit des qualités essentielles de l'objet. Par exemple, le soulèvement de l'abdomen peut
le soulèvement de l'abdomen, il est connecté à l'inspiration, à l'air qui entre, et on peut ressentir comme une tension, des qualités comme la qualité d'un soutien, d'un support. Par exemple, si on met un bois pour soutenir quelque chose, c'est ce type de qualité-là, quelque chose de solide. On peut ressentir aussi des vibrations, du mouvement. Tout ça, ce sont des qualités essentielles des objets. Au moment de l'abaissement de l'abdomen, l'air donc sort, c'est lié à l'air qui sort à l'expiration, et on ressent comme un dégonflement, une forme de peut-être relaxation, d'une détente, peut-être d'un calme. Ça, ce sont des qualités essentielles, c'est la véritable nature. First two ways of seeing the form and seeing the position or manner of the object. These are conceptual ways of seeing. And this is the way our mind is accustomed to seeing. When we don't meditate, our mind is working on this level all the time. So that's why it appears, things can appear that way, because our mind is used to seeing that way. And this happens to us too. When we watch the rising and the falling, we may see the form or the manner, and it may be mixed in with the true nature that is really there. Only when our concentration is strong enough do we see the true nature clearly. Before that, we're just trying to develop the ability to see. So we see on one of these three levels, and when you talk about the rising and the falling, can you note the rising or not? If you can note it, then what do you see? You'll see one of these three type of things. And if you can't note it, if you can't note the rising, what happened to prevent you from noting the rising? That also happens. I had a pain in my leg, for example, or I was sleepy. So you simply, can you note the rising or not? If you can note it, what do you see? And if you can't note it, what happened? What it was that did happen? And it's the same way with reporting about the falling. Donc les deux premières façons de voir l'objet dont on a parlé, la forme et la position ou la manière, elles ressortissent du concept. Elles ressortissent donc de la façon conceptuelle de voir. Et cette façon conceptuelle d'observer les objets, c'est en fait la façon dont on observe les objets constamment dans la vie quotidienne. C'est la façon dont l'esprit a l'habitude d'observer les objets. Si on ne médite pas, en fait, on voit toujours les objets soit sous la forme, soit leur manière, d'une façon conceptuelle. Donc l'esprit a l'habitude de toujours fonctionner de cette façon-là. Et donc quand on est en retraite, quand on est en méditation et qu'on observe le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, là aussi cette façon conceptuelle d'observer va persister. Et d'ailleurs, elle peut être mélangée avec l'observation de la véritable nature, c'est-à-dire qu'on peut voir en partie des concepts et en partie la véritable nature. Ce n'est qu'à partir du moment où la concentration sera devenue forte qu'on verra clairement la véritable nature. Donc, quand vous ferez votre rapport à l'entretien, vous devrez répondre aux questions. Est-ce que vous êtes en mesure de noter le soulèvement et l'abaissement? Si vous êtes en mesure de le noter, qu'est-ce que vous voyez? Et à cette question-là, vous répondez, soit je vois des formes, soit je vois la manière, soit je vois la véritable nature.
Ce qui peut arriver aussi, c'est que vous ne parvenez pas à voir l'objet. Et donc, dans ce cas-là, il faut se demander qu'est-ce qui empêche, quel obstacle empêche de voir l'objet. Est-ce que vous avez par exemple une douleur ou par exemple vous étiez somnolent il faut donc répondre à cette question-là aussi. Donc ça vaut autant pour l'objet du soulèvement que pour l'objet de l'abaissement. Lastly, with regard to concept and true nature, there's a saying that when concept disappears, true nature will be seen. When concept is seen, then true nature is submerged. Donc pour terminer sur ce point-là, donc du concept et de la véritable nature, il y a un dicton qui dit lorsque le concept disparaît, la véritable nature est vue. Et lorsque le concept apparaît, la véritable nature est submergée. As we try to observe the main object, the rising and the falling, or the sitting and the touching in some cases, the mind does not stay where we put it. It leaves the object of our observation and it moves about. It moves here and there. It does what it wants. And various thoughts arise. Good thoughts, bad thoughts, clean thoughts, defiled thoughts. So what should we do about this? We should note the thought right away. Donc alors que nous essayons d'observer l'objet primaire, le soulèvement et l'abaissement, ou pour certains donc la posture assise et le toucher, l'esprit ne reste pas en place. Il ne se maintient pas là où on l'a placé. Il va de ci, de là, il fait ce qu'il veut. Et des pensées apparaissent. Et les pensées, parfois elles sont propres, parfois elles sont pures, parfois elles sont polluées. Donc qu'est-ce qu'on doit faire de ces pensées? On devrait les noter immédiatement, dès qu'elles apparaissent. Or fantasies arise. You note the fantasy or not. You have to note them. After noting a fantasy, does it continue? Does it stop? Does it disappear? Does the mind go back to the original object that you were noting or not? So, with regard to rising and falling, you note about the rising and falling. Can you note it or not? If you can, what happens? If you can, what do you see? If you can't, what happens? If imagination or thought arises, you report how you noted it and what did you know about it? What did you see? Donc aussi, ça peut être des fantasmes qui apparaissent, des imaginations. Si ces imaginations apparaissent, est-ce que vous êtes capable de les noter? Est-ce que vous avez été capable de les noter? Vous devez les noter en fait. Il faut noter ça. Et après que vous les avez notées, si vous y êtes parvenu, est-ce qu'elles ont continué? Est-ce qu'elles se sont arrêtées? Est-ce qu'elles ont disparu? Est-ce que vous êtes revenu à l'objet principal? Il faut pouvoir répondre à ces questions. Donc, pour résumer, le soulèvement et l'abaissement, est-ce que vous êtes capable de noter ces objets? Si vous en êtes capable, que voyez-vous? Et si vous n'en êtes pas capable, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'en avez-vous pas été capable? Et si des pensées ou des imaginations apparaissent, est-ce que vous les notez? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous voyez? At the beginning of the practice, feelings such as pain and so on, these aren't obvious. The first thing that
we start to notice when we try to meditate and observe the rising and falling is the thinking and imagining. And at the start of practice, we're not always aware when we're thinking. Sometimes we're aware of it, and sometimes not. And if we are aware of it, then we have to report, that a thought arises, I noted it, and then what happened to it. If you focus on the primary object of rising and falling, and follow it closely, that will reduce the occurrence of thinking. Donc au début, il peut y avoir des sensations ou des douleurs, etc. Mais au début de la pratique, elles ne sont pas très claires, elles ne sont pas très évidentes. La première chose qu'on remarque au début de la pratique, c'est la pensée et l'imagination. Et au début, on n'en est même pas toujours conscient. Mais si on en est conscient, il faut qu'on en fasse rapport. Il faut qu'on dise au moment de l'entretien, la pensée est apparue et je l'ai notée, par exemple. Une autre chose qu'on peut dire par rapport aux pensées, c'est que si on observe l'objet primaire du soulèvement et de l'abaissement de façon très rapprochée, ça va permettre de réduire, de diminuer les pensées. Then there are feelings which are called in Pali Vedana. Actually, this is discomfort, but it also includes comfortable feelings. And if these arise, we have to observe them. The word Vedana is a technical term, and it doesn't say very much about what you actually experience. It's more useful if you use the words that describe what you actually felt, like itchiness or pain or numbness or tingling or aching. Donc en pali, les ressentis, les sensations, ça se dit Vedana. Et souvent, quand on parle de Vedana, on parle de ressentis désagréables. Mais ça inclut aussi les ressentis agréables. Et si des ressentis agréables se produisent pendant la méditation, eux aussi, il faut les noter. Le mot Vedana n'est pas très utile lorsque vous faites votre rapport à l'entretien. Il vaut mieux utiliser les mots concrets de ce que vous avez ressenti, par exemple des démangeaisons, des douleurs, des engourdissements, des chatouillements, etc. For example, with aching, it's an ache somewhere in the body, it starts to ache. So we have to observe it where it is and as it is. So the mind, you let go of the primary object and you put the mind at the place that is aching and note it the way it is. And as you observe it, what happens to it? It aches more. Okay. So then you say, it aches more when you report about it. An ache arose. I observed it. It began to ache more or worse. Or does it stay the same? If it stays the same when you note it, you just report to the teacher, there was an ache, I observed it, it stayed the same. Or it might decrease. So then you say, it decreased. Or it may become weak. It may disappear. So when there's an ache that arises, you observe it, and then note it the way it is, and see what happens to it. And this is also an object to be reported. Report about all feelings, how you noted them, and what was known. Donc par exemple, quand il y a une douleur quelque part, il faut l'observer là où elle apparaît, et il faut l'observer telle qu'elle est. À ce moment-là, on abandonne l'objet primaire, on abandonne l'observation de l'objet primaire, et on place l'esprit à l'endroit douloureux. Ensuite, il faut observer, donc à partir du moment où on observe l'objet, qu'est-ce qu'il en advient? Qu'est-ce qu'il advient de l'objet? Est-ce qu'il s'accroît? Est-ce que la douleur s'intensifie?
ou est-ce qu'elle reste stable, ou peut-être qu'elle décroît. Tout ça, il faut le rapporter au moment de l'entretien. Peut-être qu'elle devient faible et qu'elle disparaît. Tout ça, il faut le rapporter. Donc, Vedana, les ressentis, les sensations, c'est aussi un objet dont il faut parler lors de l'entretien. Il faut voir comment, comment, comment est-ce qu'on l'a observé et qu'est-ce qu'il est advenu de l'objet. Then another category of objects are called Dhamma, Dhamma or Dhamma objects, phenomena, or mind objects. That is, things like sights or sounds. As we try to observe the primary object, there may be a sight arises, or we hear there's a sound, or there's something smelled, or something touched, or there may be mind states such as craving, or wanting to hurt someone, or there could be laziness, or restlessness, or worry, or doubt, or judgment, or remembering. There could be mind states such as clarity, or attentiveness, delight, satisfaction, peace, calm, ease, and many, many more. And whenever this type of object arises, observe it, and then you'll know what happens. You'll see something. So all dhammas that arise, you should report all dhammas that arise, how you noted them, and what you knew. Enfin, il y a une dernière catégorie d'objets qu'il faut aussi observer, c'est les dhammas, ou les objets mentaux, les phénomènes. Par exemple, les visions, les sons, les odeurs, les objets qu'on touche à un moment, des choses qui sont touchées, ou encore les états mentaux, par exemple l'avidité, ou le doute, ou le jugement, le désir de parler à quelqu'un, ou alors la clarté, la réjouissance, la paix, le calme, etc. Il y a beaucoup d'objets. Et à quel que soit le moment où ces objets apparaissent, il faut les observer. Il faut les observer et à ce moment-là, vous allez apprendre quelque chose, vous allez connaître quelque chose, vous allez voir ce qui se produit. Donc ces dhammas, c'est aussi un objet dont il faut faire rapport au moment de l'entretien. Quote, guidance for you. Let's say that craving arises. What happens when you know craving? Anger arises. What happens when you note it? You should be able to say, how do you feel? Sluggish. Energy is low. Note it. What happens? There's restlessness. Note it. What happens? The mind is worried. Note it. What happens? The mind is scattered. Evaluation, reflection, doubts arise. So one notes them. And then what happens? So whatever arises should be noted, and then you will know what happens to it. And this should be reported. Donc je vais lire un bref extrait ici d'un livre qui s'appelle Guidance des yogis au moment de l'entretien, où dans cet extrait on donne un exemple, on dit, on parle d'un méditant qui observe donc que l'avidité apparaît, ensuite il note cette avidité et on lui demande qu'est-ce qui s'est produit ensuite. Eh bien, la colère est apparue. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Par exemple, la traînaillerie est apparue. Je l'ai noté.
qu'est-ce qui s'est produit ensuite, l'agitation, et qu'est-ce qui s'est produit ensuite. I can't read anymore. Yeah, no, but the writing was too bad. Okay. Yeah. Ensuite, l'esprit a été dispersé et ensuite, qu'est-ce qui s'est produit? Le doute est apparu. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de ce qui peut se passer quand on observe l'objet. On voit un objet qui apparaît et puis qu'est-ce qui se passe avec cet objet? Eh bien, autre chose apparaît. Et donc ça aussi, il faut en faire rapport au moment de l'entretien. Then in the walking meditation, left step, right step, lifting, placing. Then at the ends of the path, we observe the standing posture, also the turning. And just as with observing the rising and the falling, there are three levels on which we see. We may see the leg. We may see its manner. For example, if we observe lifting up, the lifting of the leg when we're observing two parts. Try to observe that lifting movement from the very beginning when the leg starts to go up, and until the end, and it stops. It's no longer going up anymore. So in that moment of lifting up, what do you observe? Is there the leg? Is there the manner of lifting up? Or are there qualities, physical qualities such as lightness or pulling or pushing or heaviness? These are the sorts of things that can be observed. So we'll observe something or other when we put our attention on the action and try to observe it from the beginning to the end. We will observe something. So again, these objects in our walking meditation, we also need to report about unless there's not time. Donc par rapport à la méditation en marche, on observe le pas gauche, le pas droit, et puis on observe à la fin de la piste de marche la posture debout, le fait de tourner, de se retourner. Et là aussi, on peut observer ces objets à trois niveaux. On peut voir donc la forme, la manière ou la véritable nature. Par exemple, quand on lève le pied, on essaye d'observer l'objet du tout début jusqu'à la fin. On voit donc à la fin, par exemple, que le pied cesse de s'élever. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on observe? Est-ce qu'on voit la jambe? Est-ce qu'on voit la manière? Ou est-ce qu'on voit des qualités spéciales comme la légèreté ou par exemple un ressenti de traction ou de pulsion, d'être poussé, ou alors de la lourdeur peut-être. Si on s'efforce d'observer l'objet du début à la fin, on observera certainement quelque chose. Il y aura certainement quelque chose qu'on pourra observer. Et donc, ça aussi, à l'entretien, il faudrait en faire rapport s'il reste assez de temps pour le faire. So of all these objects that I've mentioned, in the sitting, it's important to say, for example, you need to say how many hours you sat in the last 24. So if you went to all the sittings, you can look at the schedule and then you can see what that adds up to and how many times you walked. And in doing the walking meditation, how long. So you say how many times you sat and the length of the sittings. Should be, really people should just follow the schedule to sit 1 hour and walk 1 hour. And in addition
the primary object is the one that you should begin by talking about. So after talking about how you follow the schedule, how you spend your day, then you talk about the sitting. And in the sitting, we're trying to make the primary object our anchor. So of course it's very important to talk about it. You have to start with that. And the teachers we don't get bored with hearing about your rising and falling. But then talk about the other categories if you experience them, thinking, pains, and then other types of phenomena that can arise in the sitting. You can, there are some people who obviously we are paying attention many moments during an hour, many hours during the day. So you have to choose what you're going to report about. If you have some people, in my case, for example, I only report a few things. I just pick what is essential. And some people report like that. But some people have lots and lots of experiences. And in that case, you have to choose because we only have a limited amount of time. So it's important to, if you're in that category of yogis who have many, many experiences, you have to choose what is the most unusual or significant to you. And keep it short. Try to keep your report short because we have to listen to, we have everybody coming during the next 2 days. We'll see everybody. So your report should be about 5 minutes, no longer. Thanks. Donc, parmi tous ces objets, au moment de la méditation assise, avant de commencer à faire votre rapport, il est important de dire d'abord combien d'heures vous avez pratiqué la méditation assise au cours des dernières 24 heures, et aussi combien de temps vous avez pratiqué la marche, et des sessions de combien de temps est-ce que vous avez faites. Donc idéalement, tout le monde devrait bien suivre le programme de marcher 1 heure et de pratiquer la méditation assise pendant 1 heure. Donc il faudrait commencer par dire ça, et ensuite vous parlez de la méditation assise, et vous parlez surtout de l'objet primaire, puisqu'on essaye de faire de l'objet primaire notre ancrage. Donc le professeur ne sera jamais ne ressentira jamais d'ennui tant que vous parlez de l'objet primaire. Mais ensuite, quand vous avez parlé de l'objet primaire, vous pouvez parler des autres objets aussi, par exemple les douleurs ou d'autres phénomènes. Il y a certaines personnes qui font beaucoup d'expériences au cours de la journée, qui ont beaucoup de choses à rapporter. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux faire un choix, opérer un choix, sélectionner certaines choses dont vous allez parler. Moi-même, par exemple, c'est ce que je fais quand je dois aller à l'entretien, parce qu'on ne dispose pas de beaucoup de temps. On a un temps assez limité. On va voir dans les 2 jours qui viennent, on va voir tous les yogis. Donc essayez de sélectionner ce qui est le plus inhabituel ou le plus significatif pour vous. Et essayez aussi de faire un rapport assez court, de ne pas trop allonger, parce que on n'a pas beaucoup de temps, et donc essayez de limiter. Le rapport devrait durer 5 minutes. When you have, you may have many thoughts that you noted and could report on. So you don't have to report on every single occurrence of that type of object. You can report about the most clear experience and the least clear experience of a thought or of a pain. So you can, within the categories, if you have a thought, if you've noted thinking, you should say some example about how you noted. If you had pain, you should say something about how you observed pain. If you observe some other type of object,
you should say something about how, like a typical emotion or sights or sounds, how you observe sounds. You choose from that category too. So don't eliminate it, but choose. I used to report just like one rising and one falling to my teacher, because that was enough for the person to know how I was experiencing. So there's obviously more to. We'll continue to talk about the practice in the coming days. No. Donc je voudrais encore ajouter une dernière chose. Il est possible que vous ayez beaucoup de pensées, par exemple, mais il n'est pas nécessaire de faire rapport de toutes les pensées que vous avez eues. Essayez de sélectionner, donc par exemple, la pensée, l'observation de la pensée qui a été la plus claire ou l'observation de la pensée qui a été la moins claire. Par exemple, vous pourriez sélectionner ces deux choses-là et en parler au moment de l'entretien. Ou même chose pour les douleurs, vous n'êtes pas obligé de rapporter toutes les douleurs que vous avez ressenties, mais peut-être rapporter de la façon dont vous avez observé la douleur au moment où c'était le plus clair et la façon dont vous l'avez observé, par exemple, au moment où c'était le moins clair. Mais en tout cas, bon, si par exemple vous avez des douleurs, n'éliminez pas complètement cette catégorie d'objets. Dites un mot au moins sur chaque catégorie d'objets que vous avez expérimenté, sans vous étendre trop longtemps, afin de voir comment vous avez observé, comment vous avez géré cet objet-là. Par exemple, s'il y a une émotion typique qui revient régulièrement, vous pouvez en parler, ou alors des sons que vous avez observés, comment vous avez observé le son, ça vous pouvez en parler. N'éliminez pas mais sélectionnez. N'éliminez pas les catégories d'objets, mais sélectionnez dans celles-ci les plus significatives. Moi-même, j'avais l'habitude au moment de l'entretien de parler de un soulèvement et de un abaissement comme exemple. Voilà, bon, évidemment, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais on va arrêter pour aujourd'hui. On continuera à parler de la pratique dans les jours qui viennent. All the things that we experience in our mind and body are the truth of suffering. Craving for these things is the cause of suffering. There is a cessation to this suffering, which is Nibbana. There is a path to this cessation of suffering, which is this practice, the practice of Satipatthana, which develops the Eightfold Path. Toutes les choses qu'on expérimente dans le corps et dans l'esprit ressortissent de la vérité de la souffrance. Les souffrances que l'on endure, elles sont causées par le désir, mais il y a une cessation de cette souffrance, c'est Nibbana, et il y a un chemin qui mène au Nibbana, à la libération, c'est cette pratique de Satipatthana que l'on développe ici. May you all be able to apply this practice and reach the end of suffering in this very life. Sadhu, sadhu, sadhu.